Europe 1, 2022. Dimitri Pavlenko. 8h42, dernier conseil des ministres hier, dîner d'adieu ce soir pour Jean Castex à Matignon. Alors qui pour lui succéder ? Évidemment, on se pose la question depuis ce matin sur Europe 1. La réponse tombera dans quelques jours, semble-t-il en début de semaine prochaine. Premier ministre a le job de tous les dangers apparemment en ces temps de guerre, de hausse de prix. Il y a un projet de loi d'ailleurs qui arrive à propos de la hausse de prix. Le texte est prêt, disait hier Gabriel Attal. Ce texte sur le pouvoir d'achat qui prévoit tout un tas de mesures comme le prolongement des divers boucliers tarifaires, gaz, électricité sur les carburants. Également, quand sera-t-il présenté ? Évidemment, le calendrier est très politique. On parlera aussi des oppositions qui sont en embuscade. On se demandera où est passée Marine Le Pen alors que le Rassemblement national a officialisé la liste de ses candidats aux législatives hier. Petites ambitions pour le RN, semble-t-il. Pourquoi aussi Jean-Luc Mélenchon ne se présentera pas aux élections législatives ? On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Fathia Agag-Boudjalat également est avec nous, essayiste, enseignante. Bonjour Fathia. Bonjour. Et David Revaud-Dallon nous rejoint dans un instant, chef du service, rédacteur chef. Notez que ce sont les femmes qui sont à l'heure. Exactement. Tiens Fathia, puisque vous prenez le crachoir, gardez-le. Le Premier ministre, je disais le job de tous les dangers. On a eu la rumeur que Emmanuel Macron avait essuyé quelques refus, fonctions piégées. Le pouvoir ferait peur, selon vous, Fathia Agag-Boudjalat ? C'est surtout qu'on est censé respecter la séparation des pouvoirs. Donc le Premier ministre est censé être le chef de la majorité désigné par rapport à l'Assemblée. Mais comme l'Assemblée est devenue une opérette, avec une assemblée de godillots, avec cette majorité écrasante de Macron, effectivement, je trouve que jamais le Premier ministre n'a été ce type de collaborateur. Voilà, pour reprendre la formule, pour reprendre la formule qu'avait employée Sarkozy à propos de Fillon. Voilà, le Premier ministre est le collaborateur. Et la façon dont Macron le choisit, je veux une femme, voilà, il veut un utérus, il veut une femme, mais il n'arrive pas à en trouver, ce qui est très insultant pour les femmes, c'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes qui sont crédibles et qui seraient capables d'être Premier ministre. Ou qui veulent y aller plutôt, Fathia, c'est pas forcément... Mais qu'il me propose, moi j'accepte, et puis qu'il propose à d'autres nanas, il y en a plein qui accepteraient. Non, c'est qu'il veut faire un coup, il veut à la fois que ce soit sa créature, sa création, pour qu'ils lui doivent tout, parce que c'était ça. Édouard Philippe, il a pris un inconnu, quelqu'un qui ne pesait pas grand-chose. Castex, encore plus, un technicien. Donc, il veut quelqu'un qui lui doive tout, qui lui soit complètement loyal. Il veut un rouage, voilà, qui va lui obéir. Donc, est-ce que c'est effrayant ? Je pense que sous Macron, c'est effrayant en ce sens qu'on est infusible, comme d'habitude, mais c'est comme ça que l'a voulu la Ve République, on est infusible. Castex était le président Premier ministre Covid. Il faut un autre Premier ministre pour le second quinquennat. Alors je vais faire mon petit historien, mais vous savez, au Japon, il y avait toute une théorie autour de ça, les paravents du pouvoir. C'est-à-dire qu'on se faisait croire que le pouvoir était entre les mains de l'empereur, alors qu'en fait c'était le shogun qui dirigeait. On a l'impression, quelque part, que l'esprit des institutions de la Ve République est en quelque sorte tordu et que la fonction de Premier ministre, chef de la majorité, comme le rappelait Fathia, Charlotte, finalement, c'est une fonction qui n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Oui, déjà on l'a constaté, même avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais moi, ce qui me frappe cette fois-ci, c'est qu'un chef de la majorité, il faudrait que la majorité soit définie politiquement, parce que en effet, depuis une semaine, tout le monde glosse sur le fait est-ce que ce sera un homme, une femme. C'est quand même pas politiquement très précis, on va dire, comme portrait. Il y a une volonté de faire un symbole, en tout cas, en se disant il y a eu Édith Cresson, on a échoué à trouver une femme Premier ministre. Il veut imprimer sa marque. Voilà. Mais en fait, je préférerais un pays dans lequel on arrive à lire à la fois la ligne politique et de la majorité, et donc éventuellement le profil du Premier ministre par rapport au président de la République qui est élu. Le problème, c'est qu'on a encore du mal à définir la ligne politique d'Emmanuel Macron, et surtout la ligne politique qu'il va choisir pour ce quinquennat. Et donc on se dit oui, un homme, une femme. Alors vous avez raison, c'est extrêmement symbolique. Le problème, c'est que c'est symbolique sur un terrain très militant et beaucoup moins de signification politique. Or, c'est exactement ce qui nous manque, notamment avec Emmanuel Macron. Donc, j'ai du mal à imaginer le profil au-delà de savoir si, en effet, il va prendre une femme pour pouvoir dire que c'est une femme. Oui. Mais au-delà du sexe du Premier ministre, de ce qu'il ou elle aurait fait précédemment, c'est vrai qu'on peut-être élargir à la situation. Quand on regarde la situation dans laquelle le
locataire de Matignon, prendra le pays, l'équation est quand même pas très engageante. Quand on voit la croissance 1,0, l'inflation. On a vu hier cette mise en garde de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, alerter le gouvernement sur le thème en disant les baisses d'impôts, va peut-être falloir pas trop y songer, vu la dégradation des finances publiques qui s'annonce, la remontée des taux, les inquiétudes sur le pouvoir d'achat, le risque de crise sociale. Enfin, qui a envie de prendre le pays dans ces conditions ? La réforme des retraites qu'il va falloir engager et qui va être très coûteuse politiquement. La grande polarisation de la vie politique, une France profondément divisée. Il faut quand même voir, Le Pen est arrivé en deuxième, mais Mélenchon la talonnait. Et Mélenchon, c'est une radicalité. Ce sont des gens qui sont prêts à aller dans la rue pour un 4e, un 5e tour. Donc la France est profondément divisée, le peuple est profondément divisé. Et moi, j'ai l'impression que Macron est simplement là pour laisser sa marque dans l'histoire. Et puis, laisser sa marque dans l'histoire, c'est de nommer une femme dont il se débarrassera très vite, parce que de toute façon, autour de lui, ce ne sont que des hommes. Et la seule configuration dans laquelle un Premier ministre aurait vraiment son rôle, c'est la cohabitation. Voilà ce qui serait l'idéal. David Revaud-Dallon est arrivé. Bonjour mon cher David. Bonjour, alors vous tombez bien. On parlait du Premier ministre, à savoir qui cela pourrait-il être et dans quel état il trouve le pays. Et alors à propos de Jean-Luc Mélenchon, qui candidate, lui, il est candidat comme Fatia, il est candidat au job de Premier ministre. Il ne se représente pas aux élections législatives. Et c'est vrai que sur le coup, je n'ai pas forcément posé la question. Est-ce qu'il y a un mystère là-dedans ? Est-ce que ça pose question ? Et oui, ça pose quand même question. Est-ce qu'on peut être Premier ministre sans avoir concouru pour les législatives ? Alors lui, il répond oui, et cite même régulièrement des exemples précis en disant que beaucoup de Premiers ministres n'ont pas été élus, à commencer par l'actuel Premier ministre, celui qui va bientôt démissionner. Oui, mais dans le cas d'une cohabitation, qui serait le cas... Effectivement, ça serait un petit peu plus compliqué. Là, la situation n'a jamais été constatée. Alors lui met en avant, vous avez vu, des éléments de fatigue personnelle liés au déplacement à Marseille, etc. Ce qui d'ailleurs a donné aux macronistes l'occasion d'attaquer très fort là-dessus, sur le thème, s'il est fatigué pour se déplacer à Marseille, c'est quand même compliqué. Puis c'est surtout qu'il n'était pas très présent à Marseille. Il n'était en plus pas très présent à Marseille. Il disait, j'ai pas envie de m'occuper des histoires de poubelles. Moi, je suis là pour parler aux consciences. Mais vous aurez remarqué que dans le même temps, dans l'interview qu'il a accordée au JDD il y a 15 jours, il a dit il n'est pas question d'ouvrir la succession, celle-ci n'est pas ouverte. Ça veut bien dire qu'il continue à maintenir l'appareil du main de fer, même si Jean-Luc Mélenchon est l'un de ceux qui a préparé la relève dans son mouvement, puisque vous avez remarqué qu'il y a quand même quelques lieutenants qui sont en mesure de prendre un petit peu cette relève, mais pour l'instant, il n'est absolument pas question de lâcher les rênes et il veut absolument maintenir le pouvoir. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans cette union à gauche montre qu'il est totalement... c'est non seulement les insoumis qu'il veut tenir solide avec les rênes courtes, mais c'est aussi l'ensemble de la gauche, socialiste, communiste et écologiste. Alors, on a ce sondage d'ailleurs, Harris Interactive, à propos des élections législatives, qui nous donne une tendance nationale. Évidemment, c'est faussé, parce que les élections législatives ne sont pas un scrutin national. Chaque circonscription a sa réalité politique. Mais enfin, tout de même, ça fait partie des données que l'on lit avec attention. Ce sondage Harris nous dit la chose suivante. Intention de vote pour les forces de gauche rassemblées dans la NUPES, 28%. Le bloc macroniste élargi ensemble, donc cette confédération, 26%, 2 points en dessous. Et juste derrière, le Rassemblement national, 24% des intentions de vote. On voit quand même une gauche qui arrive quand même en position conquérante, Charlotte. Une gauche réunie, forcément, ça gagne des points. Enfin, l'union fait la force, pour le coup, dans les urnes. C'est certain. Et d'ailleurs, ça explique peut-être aussi que cette lecture nationale pousse Jean-Luc Mélenchon à rester le leader national et non pas un candidat parmi d'autres pour la France insoumise. Il paraît qu'il y a un tour de passe-passe d'ailleurs, parce que ça va lui permettre, n'étant pas lui-même candidat, de pouvoir se répandre partout dans les médias dès que la campagne officielle des législatives s'ouvre à la fin du mois de mai. Il y a ça, et puis surtout qu'en effet, il faut un leader, un chef en tout cas de la propagande électorale, pas du tout au sens péjoratif du terme en l'occurrence, mais il va mener la campagne nationale, et évidemment qu'à la fois la France insoumise et peut-être a fortiori l'Union, qui va pas être nécessairement efficace dans toutes les circonscriptions sur le terrain, puisqu'on a déjà vu des dissidences, il est évident qu'ils ont tout à gagner à faire une campagne extrêmement nationale, beaucoup plus que locale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le duel s'est déjà installé. Vous avez remarqué qu'Emmanuel Macron, mardi, face au candidat aux législatives, candidat macroniste, a désigné l'ennemi politique numéro 1, c'est bien Jean-Luc Mélenchon, c'est l'ennemi à abattre. Et donc, Jean-Luc Mélenchon va évidemment chercher à lui retourner le compliment. Et pour l'instant, convenez que depuis le deuxième
deuxième tour de la présidentielle, c'est ce duel-là, et non pas le duel Macron-Le Pen qui a persisté. On ne parle que de lui. Alors, on sait aussi... puis, il veut cranter des choses. Il faut, en termes de financement, il assure les 5 prochaines années de la France Insoumise. Parce que c'est ça, il faut présenter au moins 100 candidats pour avoir des financements. Donc là, c'est lui qui domine avec le nombre de candidats. Et je soulignerai avec un petit peu d'espièglerie, non, en fait, je les méprise carrément, je le dirais franchement. Mais voilà, dans les faits, quand vous regardez les candidats de l'AFI, c'est 98% de bourgeois blancs, contrairement à leur discours, qui prétend représenter et donner toute leur place au quartier, à la diversité, aux racisés. Ben voilà dans les faits. Donc ça reste de la tambouille de petits bourgeois gauchistes chez moi à Toulouse. Ils vont faire un super score parce que ma circonscription, c'est moitié les bobos fonctionnaires et l'autre moitié, c'est le Mirail. Donc Mélenchon, avec le vote communautariste musulman, plus les bobos fonctionnaires, oui, ils vont avoir énormément de députés et ils vont pouvoir avoir des financements. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont effectivement, si j'ose dire, les deux mamelles électorales du mélenchonisme. Ce sont les quartiers populaires et une forme de bourgeoisie un petit peu bobo. Et déclassée aussi. De gauche, oui. Mais effectivement, dans ce que dit Fathia, c'est-à-dire que vous avez, dans le choix des candidats, c'est l'une des deux sociologies qui est surreprésentée et évidemment pas la deuxième. Alors, un reproche d'ailleurs, ce qui est aussi adressé à Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'au sein de la France Insoumise, on a fait très peu de formation pendant les 5 ans qui se sont écoulés. On n'a pas tellement préparé ces législatives qui s'annoncent importantes pour le parti et on risque de se retrouver avec une armée de députés débutants élus simplement comme LRM. C'est ce que j'allais dire. Oui. Ça fait 5 ans qu'on est assez habitué à la chose. Soyez fiers d'être des amateurs, Macron. Alors ça veut dire qu'on est un petit peu revenu, vous avez remarqué. On va avoir une assemblée d'amateurs, c'est ça, Charlotte Dornelas ? C'est-à-dire que c'est ce qu'on a eu pendant 5 ans et on a vu ça a évidemment participé à l'affaiblissement considérable du questionnement de la vie politique, parce que c'est pas simplement une question de il faut une opposition, il faut un équilibre, etc. Enfin, tout ça est théoriquement vrai, mais même dans les faits, quand vous avez des députés qui peinent même à répondre aux questions qui leur sont posées sur les enjeux de la politique jour après jour, c'est quand même compliqué. Et par ailleurs, ça participe de l'affaiblissement de la vie politique, mais également de l'affaiblissement considérable de la considération des Français pour le monde politique. Et franchement, le monde politique n'a pas besoin de ça. Fathia, donc vraiment, la France Insoumise ne pourra jamais faire pire que LERM, qui nous a quand même mis une députée cartomancienne. Vers Toulouse, cartomancienne. Et c'est elle qui était rapporteure de la loi sur les retraites et elle était incapable d'expliquer avec une phrase correcte. Regardez Jean-Louis Etienne qui était là, il a commencé tourneur-fraiseur, aujourd'hui c'est l'un de nos plus grands explorateurs. On a le droit de démarrer cartomancienne. Au bout de 5 ans, le bilan est quand même assez navrant parce que de toute façon ce n'était qu'une chambre d'enregistrement. Donc moi c'est pas un procès en légitimité que je leur ferais. Parce que la plupart, beaucoup sont des activistes, viennent du milieu associatif. Non, c'est pas ça que je leur ferais. C'est vraiment, on est maintenant dans une époque où on a un fonctionnement où l'étiquette prévaut. C'est l'étiquette qui compte, et puis tant pis si c'est un âne. S'il a l'étiquette macronienne, il sera élu. S'il a l'étiquette méluchonienne, il sera élu. Et puis voilà, il n'y a plus ce rapport entre les politiques et un territoire. À ce compte-là, allons directement vers la proportionnelle. Ça aurait quand même plus de sens. David Revaud-Dallon. C'est vrai qu'il y a une déprofessionnalisation de la politique. On avait des professionnels du suffrage universel avec un cursus honorum, comme l'avait dénoncé à l'époque Emmanuel Macron. On était conseiller général, conseiller municipal, maire, etc. Donc le cumul des mandats a effectivement enfoncé un coin dans ce système. On peut se demander si c'est positif dans la mesure où, oui, comme Cincinnatus, des citoyens, des responsables associatifs, des militants pourraient envisager de faire un mandat ou deux et de revenir à leur charrue ou à leurs activités. Mais effectivement, dans les faits, ça donne des groupes, et là, la prochaine législature va en être l'incarnation éclatante des groupes composés effectivement d'amateurs et donc de gens qui ne sont, vous le disiez Charlotte Dornelas, pas forcément au niveau sur les dossiers, et c'est quand même ça le plus important. Donc effectivement, une déconnexion du territoire, une forme d'amateurisme. Moi, je suis assez d'accord avec vous, c'est vraiment... je dirais un appel à la proportionnelle assez clair. Je pense que c'est la solution pour effectivement lisser tout ça et permettre à la fois un turnover qui serait acceptable. Mais dis donc, les présidents de groupe à l'Assemblée auront du travail dans la prochaine mandature. Merci à tous les trois. Fathia Agagou-Djallat, Charlotte Dornelas, David Revaud-Dallon. Bonne journée.